Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre assister à cette deuxième partie de cette journée d'échange. Nous allons aborder le troisième thème qui est les cités minières, démolir moins, transformer plus ou comment protéger et faire muter un patrimoine habité. Autrement dit, en classant le bassin minier au patrimoine mondial, l'UNESCO a fait le choix, voire a pris le pari, de classer de nombreux ensembles bâtis. Mieux, de nombreux ensembles bâtis habités. Malheureusement, je ne pourrais pas filer l'allitération jusqu'au bout. De nombreux ensembles bâtis habités sociaux. Près de 27 000 logements, selon mes informations. Cette situation pose bien entendu de nombreuses questions, d'autant plus à l'heure où on parle de transition écologique, de transformation du patrimoine immobilier français. Mais cette question prend un tour d'autant plus intéressant à l'heure où le patrimoine social est aujourd'hui en France tristement chahuté. C'est une médiocre litote, je crois qu'il faudrait la corriger et dire que ce patrimoine est tristement vandalisé aujourd'hui. Le territoire du bassin minier... Bonjour. Je vous en prie, prenez place. On vient tout juste de commencer. Ce territoire du bassin minier nous propose peut-être une leçon d'architecture et de patrimoine, notamment à travers les intelligences qui sont réunies autour de ce projet et autour de cette table ronde. Je vous présente à côté de moi Raphaël Alessandri, vous êtes architecte, urbaniste et vous représentez ici la mission bassin minier. À vos côtés, Corinne Langlois, vous êtes architecte, urbaniste en chef de l'État, sous-directrice de l'architecture et de la qualité de la construction et du cadre de vie. À côté de vous, Jean-François Campion, vous êtes directeur général de Maisons et Cités, vous êtes donc bailleur social. Vous évoquerez l'aspect gestionnaire de ce projet et aussi du côté de la maîtrise d'ouvrage. À vos côtés, Philippe Prost, vous êtes architecte, vous avez beaucoup œuvré dans le nord de la France, vous avez réalisé ce splendide projet qui est l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette, et vous avez œuvré dans un autre projet, tout autour de la mémoire, mais cette fois-ci une mémoire ouvrière, la Cité des électriciens, et vous allez nous en parler tout de suite après cette présentation de nos intervenants. Et enfin, on ne la présente plus, Christine Lecomte, vous êtes architecte et surtout présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Oh, vous êtes tout excusés. Nous allons débuter par un film. Alors le film qu'on vous présente s'intitule « Les cités pilotes du patrimoine mondial ». C'est un documentaire produit par la mission. Nous vous en livrons la version courte de 5 minutes. Il existe une version longue de 11 minutes disponible sur Internet sans problème. Vous tapez « Cités pilotes du patrimoine mondial » et vous le trouverez aisément. Est-ce que quelqu'un peut lancer le film? Je ne sais pas comment on fait. Merci. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 juin 2012. Ma classe a adoré travailler sur le patrimoine mondial de l'UNESCO et sur la valorisation de leur quartier. Écrivez-nous. Il se dote ainsi d'un moteur d'attractivité et de renommée de rang mondial. 24 000 logements, 124 cités minières incarnent à la fois la mémoire et l'avenir du territoire. Comment aborder leur réhabilitation? C'est tout l'enjeu du projet Cité Pilote. 5 cités ont été choisies pour être les témoins de cette reconversion. Je suis heureux de vous remettre de manière symbolique cette clé qui représente la clé de votre cité. À Vieux-Condé, l'aménagement des espaces publics de la cité Taffin s'est achevé au printemps 2016. Située en cœur de ville, elle a retrouvé un nouveau souffle. Maisons et Cités a maintenant engagé les travaux sur les logements. On entend dire parfois que le fait que ces logements soient classés UNESCO, ça a tendance à mettre des freins, à figer les choses, à interdire beaucoup de choses. Bon, là, c'est pas le cas du tout. Sur 12 logements, on a fait des volumes extérieurs avec un habillage en cèdre. Avant travaux, ces logements étaient des passoires énergétiques. Nous avons isolé tous les murs extérieurs, nous avons repris tous les châssis en double vitrage et nous sommes sur des logements basse consommation. À Bruay-sur-Escaut,
la cité Thiers n'est pas directement incluse dans le périmètre inscrit à l'UNESCO, mais le projet Cité Pilote est ouvert sur le patrimoine minier dans son ensemble. Là, les habitants auront concrètement à réfléchir à l'aménagement d'un espace qui fait 8000 m², donc qui est situé là au cœur de la cité. Comment les usagers vont utiliser ce lieu, comment ils vont se déplacer dans ce lieu, quelle activité on va pouvoir y faire, comment on aménage les espaces verts, en pensant à l'ensemble des publics, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, les enfants. C'est l'histoire d'une renaissance. Les cités Le May et Sainte-Marie à Pécancourt, longtemps isolées, sont maintenant réunies. Cité pavillonnaire, cité jardin et cité moderne se succèdent sur un même territoire. Nous sommes sur l'espace central, nous avons aménagé la sortie de l'école où nous sommes, nous avons créé des jeux, mis des bancs et on s'aperçoit que les parents viennent un peu plus tôt attendre leurs enfants. Ils ont des échanges, ils se parlent et c'était déjà bien de recréer une communication. Les gens sont très contents, on discute avec eux, ils sont là, elles ont un cadre de vie, un environnement qu'elles n'avaient pas avant et encore pour eux c'est une fierté. À Dourges, la cité Bruneau est l'une des premières cités-jardins construites en Europe. Sa valeur historique est donc exceptionnelle, mais sa réhabilitation doit se faire au bénéfice des habitants. Mon grand-père était mineur, mon père était mineur, j'ai toujours habité des cités minières. Donc le fait de pouvoir acheter une maison des mines, c'est vraiment le truc qui m'a tout de suite plu. Dans cette cité minière d'environ 170 logements, il y a à peu près 20 propriétaires. Donc le rôle de l'agglomération, c'est de les accompagner avec l'architecte et le service de l'architecte des bâtiments de France dans le cadre du PIG Habiter Mieux, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et qu'on ait une équité de traitement à la fois sur les façades, mais aussi sur les économies d'énergie dans le logement. Depuis qu'on a commencé les rénovations, j'ai même eu de la famille qui est venue chez moi de Bretagne et ils ont trouvé ça très beau, très accueillant, un endroit où on a envie de vivre en fait. À Bruel-la-Buissière, la cité des électriciens, un des 5 grands sites de la mémoire, est le plus ancien coron du bassin minier. La cité est protégée au titre des monuments historiques et a été sauvée de la démolition. Elle accueillera le futur centre d'interprétation du paysage et du patrimoine minier. Ce centre a vocation à présenter et à communiquer à la fois aux habitants et aux touristes la richesse du paysage minier. Mais si on n'était que là-dedans, on serait dans quelque chose d'assez mémoriel ou dans quelque chose d'un peu passéiste. Et il y a aussi une volonté contemporaine. On aura une programmation artistique avec du spectacle vivant, mais également en extérieur avec les jardins, qui sont aussi un grand élément de l'équipement. Et là, on travaillera toute la partie médiation autour des jardins de mineurs, à quoi ça servait un jardin de mineurs, qu'est-ce qu'on y cultivait. Ce qui est important, c'est bien sûr le bâtiment, c'est l'environnement du bâtiment, c'est son architecture, mais c'est aussi toute la question de la rénovation urbaine. Quand on travaille sur la réhabilitation d'un logement, on se pose tout de suite la question de l'intégration de ce logement dans la cité et de la cité dans la ville. L'UNESCO, pour nous bailleurs, c'est bien sûr la façade, la valeur du patrimoine, mais c'est surtout la vie des gens. C'est-à-dire faire en sorte que la qualité de vie dans la cité soit au niveau de la qualité architecturale. C'est vrai quand on s'est lancé dans l'aventure avec les communes, les agglos, le département, les bailleurs, l'État, la région, on a une très grande satisfaction de voir que ces projets sont arrivés maintenant quasiment à terme. En 2010, c'était loin d'être le cas. On imagine et on espère que ces cités puissent faire école pour imaginer d'autres programmations et d'autres cités rénovées avec la même ambition dans les années à venir. Alors nous avons voulu compléter ce film d'une présentation de la Cité des électriciens. La Cité des électriciens est une opération emblématique qui a bénéficié de moyens généreux puisqu'il s'agissait de créer un équipement culturel, vous l'avez vu dans le film.
Et ce projet a été l'occasion pour son auteur, Philippe Prost, que vous avez devant vous, de révéler les qualités d'un petit patrimoine. Je n'aime pas trop l'expression petit patrimoine, peut-être as-tu un autre mot pour désigner ce patrimoine de l'ordinaire ou ce patrimoine à côté d'un patrimoine plus monumental. En tout cas, ce patrimoine du Nord souffre, ou du bassin minier, souffre d'une image ternie par des années de littérature et par aussi une filmographie. Il est victime de nombreux préjugés. Et à travers ce projet, Philippe, tu as su retrouver les qualités de cette architecture pour la sublimer. Tu as aussi rendu désirable un paysage qui nous est tous familièrement méconnu, et tu en révèles les contours joyeux. Je te propose de nous le présenter. Ça marche, merci. Merci Jean-Philippe. C'est moi qui appuie sur le petit bouton, hein, c'est ça? La flèche, ça fait ça. Pardon. Oui, merci. Ben, je crois que Éric Deleval, qui était élu à la commune de Bruyères-la-Bussière, utilisait le terme de monument du quotidien. J'aime bien ça parce que voilà, c'est un monument du quotidien. C'est pas un petit patrimoine ou un grand monument. C'est quelque chose qui parle de la vie des gens et qui accueille la vie des gens. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce territoire. Tu l'as rappelé, Jean-Philippe. Je suis arrivé dans ce territoire après l'anneau de la mémoire. En fait, c'est un territoire que je ne connaissais pas du tout. Territoire du bassin minier. J'avais, comme tous les Parisiens, des préjugés stupides fondés sur une lecture hâtive et scolaire de Germinal, on va dire. Et quand je suis allé dans ce territoire, d'abord j'ai rencontré une humanité extraordinaire, des gens très très chaleureux, très très accueillants, très persévérants. Et puis j'ai découvert ce patrimoine après avoir construit l'anneau, parce que c'est Lens, c'est juste au pied de la colline, et on découvre pourquoi la guerre a eu lieu là. Et bien pour contrôler le charbon, et ça a fait des centaines de milliers et des millions de morts. Voilà, donc c'est mon entrée en matière avec le territoire du bassin minier, et c'est pour ça que je suis toujours ému d'en parler, et je suis très très heureux que cette journée, alors je le dis comme ça, hein, que cette journée puisse avoir lieu à la Cité de l'Architecture pour parler de ce territoire qui est vraiment un territoire fort, attachant, dont on a pu voir ce matin à travers les différentes interventions qui ont eu lieu, que finalement c'est un territoire qui nous projette dans la réflexion d'un avenir partagé et commun. Alors, faut que je mette un chronomètre, parce que sinon, je crois que je vais peut-être dépasser. Je suis le maître du temps. Bon, voilà. Donc, je vais vous parler de la Cité des électriciens. Vous avez un tout petit peu entendu parler ce matin par Jean-Françocette Caron, qui a rappelé que c'était un des 5 sites pilotes qui avait été choisi pour parler et raconter l'histoire de ce territoire et de ce bassin minier. Et ce site, il a la particularité, eh bien, d'être un site mixte qui va accueillir toutes sortes d'éléments de programme. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Mais surtout, c'est un site qui nous révèle l'histoire de ce territoire et qui connaît aujourd'hui une nouvelle vie. Donc, je vais essayer de trouver le bon bouton sur lequel il faut appuyer pour avancer. C'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ici, vous avez une carte avant la mine, si je puis dire, et vous découvrez un petit ruisseau bleuté avec des jolis boisements aquarellés en vert et des traits de traits qui représentent le relief. Un territoire rural, agricole, qui n'était pas encore travaillé par le charbon, si je puis dire. Et sur ce plan en noir et blanc, eh bien, vous découvrez ce territoire aujourd'hui, avec toutes ces cités minières que vous voyez représentées comme des sortes d'éléments, on pourrait presque dire comme des idéogrammes qui sont tous pareils et tous différents. Et puis, vous voyez au cœur, on vous l'a montré ce matin, vous voyez au cœur, oh mince, pardon, j'ai fait une mauvaise manœuvre, c'est là. Vous avez ici les terris dont on a parlé, la chaîne des terris qui sont représentées, qui environnent la cité, et puis une multiplicité de cités, et puis la première, pratiquement, la cité des électriciens, une des plus anciennes qui soit parvenue jusqu'à nous. Cette cité, elle porte le nom d'électricien, elle avait d'abord un numéro avant d'avoir une appellation des cités des électriciens, donc elle n'a pas grand-chose à voir en fait avec la question de l'électricité, mais c'est des noms de rues, Volta, Ampère et autres. Et cette cité, c'est l'une des plus anciennes qui soit parvenue jusqu'à nous, puisqu'elle date du Second Empire. Alors c'est une cité qui a d'abord fait l'objet de protection. On a parlé ce matin des mesures de protection qui pouvaient être par rapport à ce bien patrimoine mondial qui est le bassin minier. Elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, puis ensuite elle fait partie des éléments qui ont été protégés dans le cadre de la protection du bassin minier au titre du patrimoine mondial. C'est dire qu'elle a fait l'objet tout de suite d'un faisceau d'attention et qu'elle a été choisie par la mission du bassin minier et par les élus réunis comme étant un de ces 5 sites pilotes qui devaient faire l'objet d'une intervention
particulière, particulièrement attentionnée, démonstrative, et qui devait accueillir, à la fois qui devait perdurer dans sa vocation initiale de logement, et qui devait également accueillir des éléments qui permettent au grand public, aux visiteurs locaux, visiteurs externes, de comprendre l'histoire de ce territoire à travers deux dimensions, celle de l'habitat et celle du paysage minier, puisqu'on a bien vu ce matin qu'il y a un véritable paysage minier, culturel, évolutif et vivant au sens de l'inscription au patrimoine mondial, mais aussi un paysage qui a été façonné par cette superposition d'une strate agricole initiale avec une strate industrielle dans un second temps, et qu'aujourd'hui, eh bien, on est à la croisée des chemins. Enfin, on a un peu dépassé la croisée des chemins quand même, on est déjà un peu parti sur une voie qui semble la bonne, mais on est dans ce moment où tout ce territoire est entré en évolution, en ébullition suite à différents éléments, et on l'a rappelé ce matin, comme le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, qui voit aussi des financements publics et nationaux s'inscrire dans le développement de ce territoire. Cette cité, vous la voyez ici représentée, c'est une forme d'architecture très élémentaire. Ce qu'on apprend aussi quand on rentre en contact avec un territoire et un paysage architectural comme celui-là, c'est que toute architecture, même la plus ordinaire qui soit, possède sa propre langue. Et le mot carin, eh bien, c'est un mot, avant d'aller sur ce territoire, que j'ignorais totalement. Vous pouvez regarder le vocabulaire de l'architecture française de Jean-Marie Pérouse de Monclos. Il nous parle des architectures classiques, des architectures protégées au titre des monuments historiques, mais ces mots de langue-là ne s'y trouvent pas. Et donc c'est très important parce qu'on découvre que c'est une langue architecturale et que c'est une langue qui a sa grammaire, son organisation, son articulation. On en a ici un des premiers exemples avec ce qu'on appelle un barreau, ce qu'on appelle aussi un coron, c'est-à-dire un corps de bâtiment très simple. On appellerait ça dans d'autres secteurs une longère, un bâtiment basique, vraiment élémentaire. On les additionne et on constitue une cité avec ces différents bâtiments. Et puis voilà l'état de la cité. Alors la cité avait fait l'objet d'une activation par des artistes qui s'appellent les Pas Perdus, à l'initiative de la communauté d'Aglo, avant qu'il y ait un projet qui mûrisse et qui prenne corps. Et ça, c'est l'état de la cité tel que j'ai pu la découvrir au moment de sa visite, de sa première visite. Donc une cité d'où progressivement la vie s'était retirée. Il n'y avait plus qu'une habitante et puis qui finalement a quitté les lieux. Et donc une cité muette, déserte, abandonnée, et qui évidemment, comme ça a été aussi évoqué ce matin, pour certaines d'entre elles, aurait bien pu passer au bulldozer et disparaître. Des bonnes fées que j'ai évoquées précédemment, des mesures de protection, un intérêt de la mission, un intérêt des collectivités ont fait qu'elle a été sauvée et elle a pu retrouver des couleurs et reprendre vie. Et c'est une très bonne chose. Et c'est déjà la première démonstration que chaque fois que l'on se pose la question de démolir, on doit mettre autre chose dans le plateau de la balance et on doit se dire à quoi ça pourrait servir. Est-ce que ça pourrait être utile? Est-ce qu'on a vraiment intérêt à produire des déchets? Est-ce qu'on a intérêt à reconstruire ce qu'on va démolir ici? C'est une question qui devrait habiter l'esprit des maîtres d'ouvrage comme des maîtres d'œuvre à chaque fois qu'ils prennent une décision de ce type. Et là, en tout cas, la décision a été prise et elle a été équilibrée, mûrement réfléchie, et elle a abouti au sauvetage. Voilà, alors une architecture qui est très simple, qui est très élémentaire, qui est en fait à l'époque 1860 quasiment directement tirée des principes qui sont utilisés dans les architectures locales de type agricole, des corps de bâtiments en briques, le matériau ressource sur place, et une architecture avec des toitures en tuiles flamandes, des choses très simples, qui sont mises en œuvre avec finesse, délicatesse, mais avec une très 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 grande économie de moyens, et donc en utilisant le minimum de matériaux, ce qui d'ailleurs provoque chez elle une certaine fragilité, bien qu'elle ait pu parvenir jusqu'à nous à cette époque-là. Alors, première chose, il me semble, c'est toujours en tout cas comme ça, qui me semble qu'il faut pratiquer, c'est de comprendre comment l'ensemble s'est constitué. On débarque, j'ai envie de dire, face à un ensemble dont on a l'impression qu'il est fait d'un seul tenant. Et donc, dès qu'on se livre à son analyse, on comprend que c'est un ensemble vivant. Il a connu une première extension en 1871. À la fin du 19e siècle, on a ajouté ces petits pavillons pour compléter le logement des mineurs, qu'on appelle des carins. Puis en 1910, on a reconstruit 2 barreaux avec leurs carins. Et puis après, un autre site qui voit l'effacement progressif. Et c'est évidemment toujours une aventure. En fait, rien n'est permanent sauf le changement, disait Héraclite, c'était il y a quelques millénaires, et je pense que c'est la vérité et la réalité sur nos questions d'architecture, d'urbanisme. Tout change tout le temps, que ce soit visible sous nos yeux ou pas visible. En tout cas, il y a une évolution permanente. Alors, une autre bonne fée, je dirais, c'est pencher sur le berceau de cette cité, c'est
Une maîtrise d'ouvrage qui a demandé à une programmiste, Véronique Granger, j'ai plaisir à la citer, parce qu'elle lui a demandé de réfléchir à un programme qui ne virerait pas à la monofonctionnalité. Donc ça, c'est une particularité de cette cité par rapport à d'autres qui sont uniquement dédiées au logement, et c'est normal et il en faut, c'est que c'est une cité, un site pilote, qui regroupe différents types d'activités, et différents types d'activités dont une permanence, le logement. Alors vous l'avez sur ce document, vous voyez les barreaux qui sont le programme qui est mis en couleur, et puis deux opérations qui sont déroulées parallèlement, et là j'en parle d'autant plus que M. Campion est avec nous, une opération qui s'est déroulée sous la maîtrise d'ouvrage de Maisons et Cités, et puis une opération qui s'est déroulée sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'Aglo. Et ces deux opérations ont pu avancer en parallèle, aussi parce qu'il y avait une architecte des bâtiments de France qui s'appelait Catherine Madoni et qui a choisi aussi de suivre de très près l'ensemble de ce dispositif. Elle n'était pas la seule. À la DRAC, toutes sortes de personnes que j'ai plaisir à voir dans la salle, je pense à... Alors si j'en dis une, je vais oublier les autres. J'ai peut-être Colette Dehan, je pense, par exemple, mais était présente sur ce dossier. C'est-à-dire que c'est un dossier qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, et ça, je crois qu'il faut toujours le dire, quand on fait arrive à faire un projet dont on est satisfait, c'est qu'on ne l'a pas fait tout seul, et c'est qu'il y a eu beaucoup de monde autour pour que ça se passe bien et qu'on aboutisse à quelque chose de satisfaisant, je l'espère. Voilà. Et donc là, vous avez un programme qui réunit donc des logements, mais des logements de trois types de nature. Alors les logements qui ont été faits par Maisons et Cités l'ont été faits sous la houlette de deux des anciennes collaboratrices de l'agence, Jennifer Rhinelander et Dominique Blanchon. Et donc, elles ont suivi finalement ce qui avait été engagé sur cette partie 6, notamment en termes de clos couverts, c'est-à-dire qu'il y avait une unité. Quand vous irez, vous découvrirez un lieu qui est totalement unitaire. On n'a jamais l'impression qu'il y a deux maîtrises d'ouvrage, et je pense que ça montre que c'est possible. Aucune maîtrise d'ouvrage a voulu dire c'est moi, là je montre que c'est moi et c'est pas l'autre. Bon, ça c'est important aussi pour celles et ceux qui sont architectes dans la salle, ils savent tous que des fois ça peut déboucher sur des dommages en fait, ce genre de rivalité. Et puis donc à côté des logements qui sont des logements permanents, des logements sociaux donc, il y a aussi des gîtes. Donc des résidences où vous pouvez rester 2 jours, 3 jours, une semaine si vous voulez, ou une journée. Et puis il y a aussi atelier d'artistes où un artiste va être en résidence 1 semaine, 1 mois. Donc il y a des temporalités différentes. Ça, je pense que c'est un élément très important pour la vie d'un site. Il n'y a pas que des visiteurs, ou que des habitants, ou que des gens qui sortent d'un car pour venir voir un centre d'interprétation. Il y a toutes sortes de publics et toutes sortes d'habitants avec des temporalités variées. Il y a aussi le quart de scolaire qui arrive le matin, ils visitent le centre d'interprétation, ils reprennent leur quart et ils ont visité la cité des électriciens, ils ont vu des habitants qui cultivent leur carré de potager et ils ont aussi vu un artiste qui est dans son carin en train de travailler. Donc ça, c'est, je pense, extrêmement important. Ça nous éloigne un peu de l'architecture, mais l'architecture, c'est la vie, c'est les gens, donc il faut aussi penser à eux, il me semble. Donc ensuite, à côté de ces activités-là, eh bien, on a aussi des activités de présentation, d'explicitation d'un site. Donc un centre d'interprétation qui va parler de l'habitat qui se trouve dans ce bar-ci, et puis un centre d'interprétation du paysage qu'il fallait localiser. Et là, on avait une vraie question, parce que l'architecte des bâtiments de France avait dit vous pourriez démolir le mur de refend longitudinal et transversaux, ce qui était pour elle déjà un peu un sacrifice, mais le diagnostic a montré que ça n'était pas possible. C'est-à-dire si on démolissait tout ça, le bâtiment était tellement fragile qu'il risquait de s'effondrer. Donc ce qu'on a proposé très vite, c'est de construire un nouveau bâtiment à l'emplacement d'un bâtiment disparu. Alors si je retourne en arrière sans vous donner le mal de mer, vous voyez ici, vous voyez que ces bâtiments prenaient place ici, qu'ils ont été démolis, et vous voyez que le choix fait, ça a été de reconstruire un bâtiment sur une emprise préexistante. C'est évidemment un choix on aurait pu peut-être le mettre là, mais non, on l'a mis là parce que ça nous permettait de caler le paysage, de refermer un peu la figure, bien qu'elle soit très ouverte, et de donner une vue depuis ce bâtiment sur le terri, qui est un élément distinctif j'allais dire landscape, du paysage minier. Voilà, donc c'est un positionnement qui s'articule avec l'histoire et qui, du coup, trouve une forme de justesse dans son positionnement. Et puis, ça, c'est une question importante. Et donc, ce bâtiment a accueilli le centre d'interprétation lié au paysage. Donc, 2 échelles. Une échelle qui est celle du barreau central où on a gardé les murs de refend transversaux qui définissent le rythme des logements, et une échelle d'un bâtiment qui, lui,
se trouve libéré de ces murs de refends transversaux, puisqu'ils n'ont jamais existé, qu'il est une construction neuve. Et là, voilà, des images qui vous montrent cette cité, une fois qu'elle a été restaurée, on s'en est occupé avec soin pour essayer de lui retrouver toutes ses qualités, toute sa présence dans la ville, un travail multiple avec toutes sortes d'intervenants. Vous en verrez un tout à l'heure qui est Lucas Mont-Saint-Jean, qui interviendra à la table ronde suivante, qui travaille à l'agence et qui a participé activement à ce projet, mais je pense aussi aux paysagistes forts qui ont fait ce jardin, qui est une relecture du jardin, des jardins ouvriers, c'est-à-dire que ça n'a pas été un copier-coller, on n'a pas voulu se remettre comme si on était à l'époque de la mine, c'est fini, mais qui a travaillé par exemple avec des graines qu'on a retrouvées, qu'ils ont retrouvées dans les sols, qui témoignent des passages des mineurs qui venaient d'Italie, de Pologne, d'Afrique du Nord et qui ont amené avec eux des espèces ou des essences. Donc, un travail pour redonner à cette cité ses qualités architecturales et paysagères, qui étaient très importantes, et puis lui redonner des qualités de vie. Voilà une vue depuis le centre d'interprétation du paysage. Et vous voyez aussi ces bizarres fenêtres qui sont apparues tout simplement parce qu'on était dans des logements qui étaient mono-orientés. Bizarrement mono-orienté au nord, c'est pas en général ce qui est recommandé en termes de logement, sauf pour les artistes du 19e siècle, peut-être pour peindre. Donc on a choisi, on a fait là aussi un travail très délicat, on a choisi d'ouvrir ces bâtiments au sud, de les rendre traversants, et pour cela on a choisi de travailler avec l'opus de la brique, c'est-à-dire la manière dont la brique est mise en œuvre, pour en retirer un certain nombre et du coup créer une transparence. Alors la transparence, elle est bien réelle, elle est active, elle vous permet d'ouvrir une fenêtre d'un côté et de l'autre, de ventiler naturellement, elle vous permet toutes sortes de choses qui relèvent du confort de la vie de tous les jours, la vie de tous les jours qui ne tombe pas toujours en panne comme un système mécanique de chauffage ou d'autres choses de ce type. Voilà, et voilà les petits carins que j'évoquais, et puis certains qui ont disparu, qu'on a choisi de réécrire simplement pour être quelque chose pour les enfants, ou pour accrocher des affiches au moment d'une exposition, ou faire que sais-je encore. Voilà, c'est le code rouge et noir que vous connaissez, je pense, c'est-à-dire le noir, c'est l'existant, le rouge, c'est toutes les interventions que nous avons été amenés à faire. Donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui portent sur des bâtiments existants, et puis un certain nombre qui relèvent de la construction, et notamment ce barreau, ce nouveau barreau, si je puis dire, de la cité, qui accueille ce centre d'interprétation du paysage. Alors, des gîtes, j'ai voulu mettre une image des gîtes qu'on a pu aménager à l'intérieur de ce barreau gîte. Et vous voyez que, tout en conservant la structure, la trame, on s'est livré à un jeu sur la couleur. Sur chaque logement, travaille avec une couleur, avec des papiers peints, avec des éléments, on ne les voit pas trop là, mais qui crée à chaque fois un environnement pour chacun de ces gîtes. Et puis, évidemment, la question ensuite, c'était comment on travaille avec ce bâtiment, cette volumétrie et cette structure originelle de ces bâtiments. Donc, comment on déconstruit en quelque sorte, on conserve le volume et on déconstruit l'intérieur pour trouver de la liberté, pour en faire un lieu de présentation du paysage. Et donc, évidemment, ça passe par tout un tas d'opérations. On a pu aussi, et ça c'est un élément important, on a pu bénéficier d'un travail avec la fondation EDF bas carbone, c'est-à-dire que quand on a construit ce nouveau bâtiment, on est allé présenter ce projet dans la grande tour EDF à la Défense, et on a pu proposer de travailler sur la construction du nouveau bâtiment en le construisant vertueusement, comme on le construirait aujourd'hui. Donc vous voyez que la part de la maçonnerie n'est pas la même, que le bois le remplace, vous voyez toutes sortes d'évolutions de matériaux, et vous voyez surtout que ce nouveau bâtiment, il pèse approximativement 2 fois moins lourd que le bâtiment originel. Voilà la coupe que ça vous donne. Voilà l'espace que ça crée à l'intérieur, un jeu sur les échelles avec l'idée que ces satanées banques d'accueil et commodités, on ne sait jamais où les mettre dans un bâtiment d'exposition. Et là, on les a mis tout simplement dans un carin qu'on a fait rentrer dans le bâtiment parce qu'un carin, c'est plus petit qu'un bâtiment. Et là, d'un seul coup, le jeu des échelles, il est évident. Voilà l'ambiance paysagère, je dirais, atteinte, c'est-à-dire cette recherche d'une présence contemporaine. Il ne s'agit pas de s'effacer, il ne s'agit pas de faire du pastiche, mais de trouver la juste place dans ce site et de répondre à ce qui est l'élément de notre table ronde, démolir moins, transformer plus, pour aboutir à ce résultat que vous avez ici. Et vous avez ici le centre d'interprétation et ici une photo pour vous montrer aussi ce caractère assez épuré de cette architecture. J'ai fini, je vous remercie. Merci pour cette belle présentation.